Il y a bien sûr le bilan biologique. Parce que lorsqu'on parle de l'exploration de la glande thyroïde, il y a plusieurs types d'exploration. Il y a l'exploration morphologique, retenez ça, il y a l'exploration morphologique à l'aide de l'échographie et du scanner, ça s'appelle l'exploration morphologique. Il y a l'exploration biologique. L'exploration biologique en 2 ans, les hormones thyroïdiens et tout ce qui est en rapport avec les hormones thyroïdiens, c'est en rapport avec la sécrétion hormonale. Ça, c'est l'exploration biologique. Il y a l'exploration cétologique par la cétoponction. Et il y a quatrièmement l'exploration histologique par l'examen anatomopathologique. Donc, ce sont les 4 explorations de la glande thyroïde. Donc, revenons à l'exploration biologique. Donc, on demande systématiquement TSH, d'accord? Ça donne une idée sur la sécrétion hormonale. La T3 et T4 n'est pas obligatoire parce que la TSH reflète l'état de la sécrétion hormonale. Lorsqu'on est devant un TSH normal, on ne demande pas les hormones thyroïdiennes. Mais lorsqu'on est devant une TSH anormale, que ce soit élevé ou bien diminué, dans ce cas-là, on peut compléter par la demande de T3, T4. On demande les anticorps anti-peroxydase. Dans quelles conditions on demande ces anticorps? Hein? C'est pour cette raison qu'on la demande après la TSH. Après la TSH, les anticorps, on les demande en cas d'une hypothyroïdie. Pourquoi en cas d'hypothyroïdie? Parce qu'on sait très bien que la plupart des dysthyroïdies auto-immunes s'accompagnent d'une hypothyroïdie. Hashimoto, tout ce que vous connaissez comme dysthyroïdie auto-immune, se manifeste dans la plupart des temps d'une hypothyroïdie. Et donc, lorsque la TSH est augmentée, cela reflète une hypothyroïdie. Et on peut compléter par la demande des anticorps anti-peroxydase et anticorps anti-récepteurs de TSH. La thyrocalcitonine est très importante aussi. Pourquoi? Voilà, pour les cancers médulaires qui siègent au niveau des cellules parafolliculaires, les cellules C. La calcémie aussi, hein, on la demande des fois lorsqu'on est devant une suspicion de cancer médulaire. La scintigraphie. La scintigraphie, retenez ça, n'est pas systématique en matière de nodule thyroïdien ou bien en matière de goitre. Pourquoi? Quel est le principe de cette scintigraphie? C'est quoi le principe et l'objectif? Qu'est-ce qu'on cherche? La fixation. Et la fixation est un synonyme de quoi? Hein? De l'hyperfonctionnement. D'accord? On cherche soit une hyperfixation qui reflète l'hyperfonctionnement, c'est-à-dire l'hyperthyroïdie, l'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, ou bien on cherche une hypofixation et des fois carrément un nodule extinctif, hein, qui va entraîner une amputation du reste du parenchyme thyroïdien. C'est le seul parenchyme qui fixe, c'est le nodule thyroïdien, et donc le reste du parenchyme ne fixe pas. On parle donc du nodule extinctif qui va se manifester bien sûr par une extinction de tout le corps thyroïdien. Et donc on cherche soit l'hyperfonctionnement, soit l'hypofonctionnement. Et donc cette scintigraphie n'est pas toujours systématique. On la demande en cas de TSH anormal. Parce que la TSH anormale reflète qu'il y a un dérèglement des sécrétions hormonales. À ce moment-là, on peut demander la scintigraphie thyroïdienne. Hormis cette situation, on ne demande pas de scintigraphie thyroïdienne. Le scanner cervical, là aussi, ce n'est pas systématique. Elle est demandée dans certains cas de figure. Elle n'est pas demandée devant un nodule thyroïdien simple, mais elle est demandée pour, lorsqu'on est devant, que ce soit
un nodule thyroïdien ou bien un goitre thyroïdien qui s'accompagne d'une dysphonie ou bien d'une dyspnée ou bien une dysphagie, ce sont les signes de compression. Donc, on demande le scanner. Donc, dès qu'il y a des signes de compression, on demande le scanner. Pourquoi? Hein? C'est juste pour expliquer cette dyspnée et cette dysphonie et cette dysphagie. Il faut faire la différence entre deux mécanismes physiopathologiques qui ne peuvent être donnés que par le scanner. Parce que la dyspnée est synonyme d'une réduction de la lumière qu'on voit ici. Donc, là, il y a une hypertrophie du parenchyme thyroïdien avec une réduction de la lumière trachéale. Donc, cette réduction de la lumière trachéale peut être de deux mécanismes. Soit par une simple compression qu'on voit ici. Donc, c'est juste la compression du parenchyme thyroïdien. Ça, c'est facile. En opérant le patient garde sa respiration normale. Il n'a plus cette dyspnée. Le deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'envahissement intraluminal de la trachée par le processus qui témoigne d'une tumeur maligne du corps thyroïdien. Dans ce cas-là, il faut opérer le patient pour son parenchyme thyroïdien, mais aussi pour la trachée parce que la trachée est envahie par le processus tumoral. Donc le scanner est obligatoire. Il va permettre de faire la part des choses entre ces deux mécanismes physiopathologiques qui expliquent ces signes de compression. Soit c'est une compression simple, soit c'est un envahissement endoluminal de la trachée par un processus malin du corps thyroïdien. Deuxième objectif du scanner en matière de goitre, c'est lorsqu'on n'arrive pas, et là on n'a pas parlé à l'examen clinique, je vais laisser pour parler de ça au scanner, parce que vous devez compléter votre palpation cervicale par le signe de crochet. Vous devez toujours chercher par les doigts accrochés, vous devez toujours chercher le bord inférieur de la glande thyroïde. Et là, on parle du goitre plongeant ou pas plongeant. Donc, le goitre plongeant, c'est le goitre qui s'étend dans le médiastin supérieur. Donc, elle s'étend dans le médiastin supérieur. Et donc, lorsque vous allez, bien sûr, palper votre patient, vous n'arrivez pas à accrocher le bord inférieur parce qu'il y a une continuité en endomédiastin par le goitre ou bien par le nodule thyroïdien. Donc vous n'arrivez pas à palper le bord inférieur. Et donc dans ce cas-là, vous devez demander le scanner. Pourquoi? Pour confirmer est-ce qu'on est devant un goitre plongeant ou bien juste un goitre qui jouxte la fourchette sternale. Il y a une différence entre les deux. Donc lorsque le goitre arrive au contact de la fourchette sternale, ce n'est pas comme le goitre qui fuse à l'intérieur du médiastin supérieur. Ça, c'est le premier objectif. C'est la confirmation du goitre plongeant. Deuxième objectif du scanner, c'est de nous donner une idée sur la topographie de cet engagement, sur le siège et la situation de cet engagement du goitre. Est-ce qu'il est dans le médiastin antérieur ou bien dans le médiastin postérieur? Parce que s'il est dans le médiastin antérieur, il n'y a pas de risque lors de la chirurgie. On peut bien sûr accoucher notre goitre d'une manière simple. Mais lorsqu'il s'engage dans le médiastin postérieur est une région de gros vaisseaux, il y a toujours un risque d'hémorragie cataclysmique. Et donc il faut tenir ça en compte. Ça c'est le deuxième objectif du scanner. Soit il est dans le médiastin antérieur, soit il est dans le médiastin postérieur. Pourquoi? C'est juste pour planifier votre geste chirurgical. Lorsque le goitre s'engage dans le médiastin postérieur, il arrive au contact de la crosse de la aorte, ou bien carrément au contact, dernièrement, un goitre qui est juste posé sur le cœur. Et donc dans ce cas-là, vous devez faire appel au chirurgien thoracique.
Et donc c'est une chirurgie à double équipe. Équipe cervicale, ORL, et équipe thoracique, parce qu'il va réaliser sa sternotomie. C'est l'ouverture du thorax par une sternotomie pour accéder aux goitres qui sont vraiment tellement plongeants et qui arrivent au contact du péricarde. Troisième objectif du scanner devant un goitre plongeant, c'est de situer sur une coupe frontale, c'est de situer la limite entre le bord inférieur du goitre et la fourchette sternale et les gros vaisseaux, bien sûr, du médiastin. Hein, il faut toujours mesurer cette distance entre la partie inférieure du goitre et les gros vaisseaux et aussi la division des branches à partir de la trachée. Retenez ça, les objectifs du scanner, c'est très important en matière de goitre. Ce n'est pas systématique, mais on le demande dans certaines circonstances pour certains objectifs. La cytoponction, là aussi, est un élément très important, est un examen paraclinique très important. Elle est dans la plupart des temps réalisée d'une manière éco-guidée. Il y a certaines circonstances, on ne réalise pas une cytoponction sur un nodule liquidien, parce que c'est des liquides. Parce que le principe, c'est quoi le principe de la cytoponction? C'est de faire ramener des cellules. Et donc, pour ramener les cellules, on doit faire des allers-retours sur un espace tissulaire et pas un espace liquidien. Donc, ce sont des allers-retours de l'aiguille, aiguille fine, sur un parenchyme. Donc, il faut que le nodule soit tissulaire, ou bien au moins un nodule mixte avec une composante tissulaire qui dépasse 50% du reste du nodule. Donc, parce qu'on doit faire ce prélèvement sur un nodule tissulaire. Pas sur un nodule calcifié. Là aussi, c'est une deuxième contre-indication de la cytoponction à côté de nodule liquidien. C'est le nodule calcifié, parce que vous n'allez rien ramener. C'est PRE, c'est calcifié. Pas sur un élément vasculaire aussi, parce qu'il y a un risque d'hémorragie. Et donc, la cytoponction, lorsqu'il est réalisé, qu'est-ce qu'on attend de cette cytoponction? Généralement, on peut avoir 4 réponses. Soit l'anatomopathologiste, parce que lorsqu'on parle de la cytoponction, il y a 2 intervenants. Un, il y a l'ORL qui va réaliser cette cytoponction, et 2, il y a l'anatomopathologiste qui va faire la lecture de cette cytoponction. Et donc, c'est un examen matériel dépendant et qui dépend aussi de l'expérience du praticien. Parce que c'est un geste à double équipe, le préleveur et l'examinateur. Et donc, la réponse va être de 4 manières. Soit l'anatomopathologiste va nous répondre, c'est un nodule malin, sachant que la sensibilité dans ce cas-là est très importante. Lorsqu'il est malin, c'est malin. Ou bien il va vous répondre, c'est un nodule bénin, mais avec aussi un risque de faux positif et de faux négatif. Soit il va vous répondre, examen inexpliqué, il n'y a pas de réponse. L'anatomopathologiste n'arrive pas à faire la différence. Soit est bénin, soit c'est malin, donc il n'arrive pas à faire la différence. Parce qu'il y a certaines systématisations, certaines structures vésiculaires qui sont difficiles à lire sur l'examen anatomopathologiste et on n'arrive pas à avoir la confirmation de nodule, sauf sur un examen histologique, sur une pièce opératoire. Et donc la cytoponction permet de prédire la nature du nodule. Est-ce qu'il est malin ou bien bénin? Alors donc les différents résultats, donc soit c'est bénin, soit c'est doteux, soit c'est non significatif, soit c'est malin, avec un risque de faux négatif, faux positif qui est très diminué. Voilà, donc lorsqu'on parle sur le plan histologique, lorsqu'on parle du nodule,